L'audience criminelle est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Faites entrer les accusés. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, madame la présidente du tribunal administratif, mesdames et messieurs les vice-présidents du tribunal administratif, monsieur le juge d'instruction près le tribunal judiciaire, monsieur le doyen de la faculté de droit, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. S'ouvre la seconde édition du procès des bâtonniers, événement désormais traditionnel et ô combien symbolique porté par la conférence du barreau de Montpellier, qui voit aujourd'hui sur le banc des accusés, assis, prostré, apeuré, la mine basse, monsieur le bâtonnier Pierre Lafont, madame la vice-bâtonnière Marie-Pierre Védelsal. Nos bâtonniers, une fois de plus, comme c'est de coutume dans notre barreau, comparaissent devant la justice des hommes. Leurs méfaits, commis pendant leur mandat, innombrables, seront ce soir décortiqués, disséqués, exposés au grand jour par nos vaillants plaideurs. Il ne m'appartient donc pas, en mon rôle de maîtresse de cérémonie ce soir, d'en dire davantage sur nos flamboyants participants, s'en chargeront dans quelques instants. Je profite donc du temps de parole qui m'est donné ici, enfin que je me suis octroyé, pour vous parler un peu de nous, de la conférence. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du phénomène, la conférence est une institution nationale, internationale même, en témoigne notre très prochain voyage au Luxembourg effectué à vos frais, chers confrères, qui promeut l'éloquence dans sa forme la plus pure, récompensant les jeunes avocats qui se distinguent par leur verbe, sans contrepétrie. La conférence du barreau de Montpellier, à l'instar de celles qui sont déjà installées depuis de nombreuses années dans de grands barreaux, à l'instar de Lyon, Marseille ou encore Paris, a été créée à Montpellier sous l'impulsion de nos bâtonniers Maxime Rosy et Iris Christol, qui brillent ce soir par leur absence, et grâce à l'action de nos illustres prédécesseurs Guillaume Raymond et Tamaris Furstenheim. Tout comme eux, avec Maëlle, nous sommes devenus secrétaires de la conférence au terme d'un concours d'éloquence que nous avons remporté avec brio, enfin que j'ai remporté avec brio, Maëlle méritant amplement sa place de second. Et oui, Maëlle, dont le prénom signifie prince, a enfin atteint son plafond de verre, car prince n'est pas roi, or la conférence n'a qu'une seule couronne et elle est sur ma tête. Je n'ai toutefois remporté que cela, ayant lamentablement échoué au premier tour de la conférence nationale. Je pourrais la rayer, cette vanne. Et Maëlle, quant à lui, ayant gagné son titre de second au terme d'un discours sur les pétomanes du XIIe siècle. Chers confrères, on a les représentants qu'on mérite. Il était toutefois nécessaire pour moi de dire à nouveau quelques mots sur la conférence, puisque une consoeur m'ayant qualifiée l'autre jour de présidente du comité des fêtes, mais me confondant sans doute avec Mathilde Journu. Bref, vous le voyez, pour l'instant, je ne parle que de moi. L'égotisme et le narcissisme extrême de la conférence nous ayant évidemment été légués en héritage par maître Guillaume Raymond, qui a élevé l'égocentrisme au rang d'art, tellement enivré de l'amour qu'il a pour lui-même qu'il doit très certainement exiger que ses débats sexuels se déroulent devant un miroir. Seule façon pour lui d'atteindre l'orgasme, se regarder. Avec Maëlle, nous formons désormais un binôme inséparable, mais formé par le hasard de notre talent, si je l'ose dire, alors que sur le papier, tout nous oppose. Je suis une femme, il est un homme. Je suis publiciste, il est pénaliste. Je porte fièrement mon engagement féministe, il est collaborateur de Philippa Naori. Je porte non moins fièrement mon engagement de gauche, il est docteur en histoire du droit. Quelques mots donc pour vous présenter dignement Maëlle Suchon. Maëlle, née le 28 avril 1991, oui, je sais, il fait beaucoup plus vieux, marque le monde par sa naissance, qu'il partage avec un illustre personnage dont il s'efforce de suivre les valeurs et de marquer le monde de la même façon. Maëlle étant née le même jour que Saddam Hussein. Maëlle, née sous les meilleurs auspices donc,
nous vient tout droit d'Ardèche, territoire insipide, auquel il est particulièrement attaché puisqu'il entrera dans son sujet de thèse, car oui, Maël est docteur en droit et c'est là qu'on rigole. La vocation de saltimbanque de Maël Suchon s'inscrit dans son ADN dès ses études puisqu'il décide de consacrer 6 longues années à rédiger une thèse que personne ne lira jamais sur les états particuliers de Vivarais, 16e, 18e siècle. Bon, quand le snobisme le plus pur est incarné par une thèse dont personne ne comprend ne serait-ce que le titre. Maël est également connu pour sa participation à de nombreux travaux fort intéressants, un colloque sur la puissance, réunissant tous les hommes à la masculinité fragile de la faculté de Montpellier, pardon, monsieur le doyen, que Maël a éclairé de ses travaux, je cite, sur l'art de la danse, une expression de la puissance royale à la cour de Louis XVI. 14, pardon. Vocation de troubadour, quand tu nous tiens. Alors oui, Maël vous expliquera en long, en large et en travers, pendant d'interminables trajets en train, en bon droitard, catholique, réactionnaire qu'il est, que la France court tout droit vers sa perte et que le pape est trop progressiste. Perte de repères et de valeurs qu'il semble toutefois lui-même partager, en témoigne son look à mi-chemin entre un guitariste des années 90 sur le retour. Parce que vous voyez ses cheveux, mais vous ne voyez pas les tatouages qu'il cache sous sa robe, disséminés comme des patchworks et qui ont très certainement été dessinés par son enfant de 4 ans. Je ne me les explique que comme ça. Et un style de dandy suranné qui l'arbore. Il faut voir ces cravates, ma vision périphérique en a déjà assez souffert. Mais derrière cette apparence douteuse se cache en réalité un homme follement cultivé, un père attentionné, un avocat brillant et un orateur génial. Alors, oui, peut-être qu'aujourd'hui ces traits de caractère m'apparaissent comme des qualités parce qu'il faut le dire, nous n'en sommes qu'au début, à la lune de miel de notre collaboration. Et peut-être que dans un an, vous nous trouverez à cette même place, nous insultant, lui me traitant d'hystérique, enragé, et moi essayant de lui faire bouffer les pages de la Bible que je trouve misogynes. Peut-être. Mais en attendant, il ne m'était pas permis de rêver mieux, comme binôme indéfectible. Et ce dont je suis sûre, c'est qu'un jour s'attachera à nos noms le souvenir de quelque chose de formidable. Que dire après ça? Mesdames et messieurs de la cour, chers confrères, cher public, la France a peur. Et le barreau de Montpellier souffre. Il y a 2 ans, celui-ci disait adieu, non sans soulagement, au duo Rosier-Christol, lequel avait été condamné à la suite de la première édition du procès des bâtonniers. Et pourtant, bis repetita. Nous voilà 2 ans plus tard réunis ensemble, en ce même lieu, pour juger leurs successeurs qui, sous couvert d'une certaine morale, se sont avérés être des voleurs, des escrocs, des beaux empaffés. Vos plaintes, extrêmement nombreuses, ont été entendues et c'est la raison pour laquelle vos humbles serviteurs de la conférence ont convoqué une fois de plus cette juridiction d'exception. Une conférence remaniée, comme vous avez pu le constater, puisque excite Guillaume Raymond, le grand blond au profil de gendre idéal, et sa co-secrétaire, la gauchiste enragée au nom de centrale nucléaire, Tamaris Fürstenheim. On dit Fürstenheim, autant pour moi. Néanmoins, la conférence s'inscrit dans une certaine tradition, une continuité. Les secrétaires sont morts. Vive les secrétaires! Ainsi, en novembre dernier, une femme et un homme ont été élus. Et oui, la conférence, à l'image des bâtonniers, est paritaire. Il s'agit là d'une obligation légale depuis la loi du 16 février 2015, faisant des femmes des êtres vivants doués de sensibilité. Tradition oblige, et à l'instar de leurs prédécesseurs, effectivement, lui est pénaliste, elle est publiciste.
C'est un homme de droite, elle est une femme de gauche. Il est éloquent, charismatique, élégant, drôle, généreux, fin d'esprit, plutôt beau gosse, avec un charme qui vous rappelle celui des acteurs hollywoodiens. Elle est sympa. Je vous le disais, notre première secrétaire, dont le prénom nous rappelle à tous les années les plus décadentes de la France, est une femme de gauche. Elle est de tous les combats, féministe, minorité friendly, antifa, anticléricale, anti-corrida, anti-calcaire, anti-cerne, anti-moustique. Bref, elle est anti-tout. C'est simple, si ce n'était pas de mauvais goût, elle aurait probablement les cheveux bleus, mais elle préfère arborer un look un peu cagole, un peu pichette, comme on dit par chez nous. Néanmoins, à tous ces engagements, il ne faudrait pas sacrifier son confort. Voilà pourquoi, lors de nos déplacements, au titre de la conférence, elle ne voyage qu'en avion ou en TGV, mais uniquement en première classe, et ne dort que dans les hôtels grand luxe. Eh oui, il faut bien que les cotisations des confrères servent à quelque chose, a-t-elle l'habitude de dire. Toutefois, et malgré tous ses défauts, il semblerait qu'elle soit une chargée de TD exemplaire, très investie auprès des étudiants. Tao, l'homme derrière toutes les publications de la conférence sur les réseaux sociaux, peut en attester. Surtout, c'est principalement à elle que nous devons la traduction de ces deux scélérats devant cette juridiction. Alors, je vous invite à l'applaudir comme il se doit, Mademoiselle, le premier secrétaire de la conférence du barreau de Montpellier, Mazarine Bar. À l'issue de cette soirée, plus rien ne sera comme avant, au point que l'histoire même de Montpellier en sera définitivement changée. N'ayons pas peur des mots. Les ouvrages relatifs à l'histoire judiciaire de la ville nous enseignent que la dernière exécution publique a eu lieu le 23 juillet 1892. Eh bien, dorénavant, il conviendra de modifier cette date, car oui, il y aura un avant et un après 21 mai 2026. Bien sûr, c'est regrettable. Les châtiments corporels ne sont plus autorisés, de sorte qu'il est d'ores et déjà impossible de vous réserver le sort qu'avait été celui de Ravaillac, le régicide, qui fut bouilli, pelé, entaillé, les tétons arrachés à la tenaille, des plaies béantes remplies de plomb fondu, écartelées par 4 chevaux, démembrés, incinérés, jetés à la Seine. Que de réjouissance! Votre sort tout entier dépend des 4 plaideurs qui vont se succéder. Laissez-moi vous présenter mes confrères qui auront la lourde tâche de soutenir l'accusation. Ces deux-là ne rigolent pas, oh non. Ils sont faits d'un bois brut. Ce sont les incorruptibles du barreau. Ils sont avides de justice. Ils n'acceptent pas le liquide et pratiquent la convention d'honoraires à outrance. La déontologie est leur credo. On dit même d'eux qui sont à l'origine du logiciel Tracfin et qu'ils seraient en réalité des agents doubles à la solde de la CARPA. Le premier est Aristide Blanc. Méfiez-vous de ces airs de jeune premier, pour ne pas dire puceau, car en vérité, croyez-moi, il met la tête là où personne ne met les doigts. C'est pas pour rien qu'il exerce au sein du cabinet Bèze. Bien qu'il pratique le droit de la construction, il n'est en rien un homme déconstruit, puisque ses passions dans la vie sont le whisky et le karaté, autrement dit la bibine et la baston. Ce dandy breton, au costume toujours cintré, a le verbe et la plume aussi brûlants que les spiritueux qu'il consomme sans modération. Il soutiendra l'accusation contre monsieur le bâtonnier Pierre Lafont. Un tonnerre d'applaudissements pour Aristide Blanc. Le second est Tristan Guarinos. Ah, Tristan.
Tristan, c'est simple, hein, c'est les idées de Karl Marx dans le corps de Vincent Moscato. Il nous revient d'un séjour au Vietnam, pays communiste, hein, où il s'est senti, ça va sans dire, comme un poisson dans l'eau. Toutefois, ce physique de luchador mexicain cache un petit cœur fragile qui se brise à chaque défaite politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est dire à quel point il est meurtri. Il se console toutefois en lisant les comptes rendus du procès Sarkozy dans Libération et en rêvant à une nouvelle condamnation de l'ancien président. Tristan est également un orateur aguerri, familier des concours d'éloquence. Chaque mot qui sort de sa bouche est un uppercut en plein visage. Pénaliste, il est le collaborateur de notre confrère Cyril Caron et soutiendra l'accusation contre Madame le vice-bâtonnier Marie-Pierre Vedelsal. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Tristan Guarinos. À la Défense, nous trouvons le charme, l'élégance, bien souvent cachée sous 2,5 grammes d'alcool lorsqu'elle écume les bars à la recherche de confrères conservateurs sur lesquels hurler, un verre de vin dans une main, une cigarette effilée dans une autre, un air mi-bobo, mi-poufia s'afficher sur son sourire rouge sang. Elle nous revient tout droit de vacances et les stories Instagram encore pleines de ses photos à Zanzibar pour quelqu'un que l'on surnomme Flipper. Je pense que c'est pas mal. Elle a daigné revenir vers nous pour ce soir, pour défendre Monsieur le bâtonnier, Pierre Lafont. Rompu à l'exercice du droit pénal, ayant fait ses armes dans des cabinets de renom et volant aujourd'hui de ses propres ailes, prenez garde à cette championne de judo, à la main de fer dans un gant de velours, Charlène Granier. Enfin, le dernier plaideur, qu'en dire si ce n'est qu'il s'est accroché à cette profession comme une moule à son rocher, baladé de cabinet en cabinet, allant jusqu'à quémander pitoyablement une collaboration en chanson au piano de Lugia. Avocat publiciste rescapé d'une immonde ville gardoise, dont la vocation d'amuseur public n'est plus à démontrer, participation active à Lugia, au spectacle du BAM, bref, à tous les traînes patins du barreau. Il endosse une fois de plus ses habits de lumière pour vous divertir ce soir à la défense de Madame le bâtonnier Marie-Pierre Vedelsal, Nirine Rakotoniana. À l'accusation. Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, les faits qui nous intéressent aujourd'hui sont d'une particulière gravité. Comme je le disais, les faits sont graves et Monsieur le bâtonnier ici présent engage lourdement sa responsabilité. Qu'avez-vous fait, Monsieur le bâtonnier ? Nous, qui vous avons collectivement élus et qui croyons en vous, même si nous n'avions évidemment pas grand choix en la matière, mais néanmoins, qu'avez-vous fait, Monsieur le bâtonnier ? Qu'avez-vous fait ? Eh bien, pas grand-chose en réalité, c'est tout le problème. On nous avait annoncé un bâtonnat 2.0 avec l'IA, c'est plutôt un bâtonnat 0.T. Mais pouvait-on sérieusement espérer la modernité attendue d'un bâtonnier dont la chevelure est à l'image de l'hermine sur sa robe, éparse, blanche, peut-être même un peu jaunie par endroits. Dès sa transmission, le bâton, ce symbole de puissance dans notre barreau, entre ses mains est devenu une canne. Il faut dire que dans ce bâtonnat, mais rien ne marche. Tout est boiteux, même sa vice-bâtonnière. Et co-accusé dans cette procédure. Le bâtonnier Lafont avait, et je vous le dis, un tel besoin d'assistance dans l'exercice de ses fonctions qu'il y a eu une délégation à l'ancienne vice-bâtonnière Iris Christol, mais qui s'est trouvée de fait reconvertie en véritable auxiliaire de vie. Bon, il faut dire que pour gérer un vieux bâtonnier, elle sait faire, Iris Christol. Vraiment, s'il est un exploit de notre bâtonnier Lafont,
c'est d'être parvenu à être un ancien bâtonnier en exercice. Ah, il peut mettre un coup de peinture fraîche dans la salle de l'ordre, parce que j'y suis passé tout à l'heure au palais, et c'est en cours, on est en train de rafraîchir la peinture, mais gageons qu'avec cette peinture neuve, il n'en paraîtra lui-même que plus défraîchi. Honnêtement, moi j'ai moins l'impression ce soir de faire le procès du bâtonnier que ses funérailles. Heureusement qu'il ne porte pas sa robe, hein, parce que c'est moins une épitoche qu'une épitaphe. Hein. Mais si son heure n'est pas encore tout à fait venue, c'est néanmoins l'heure du bilan. Bon, du dépôt de bilan, hein, en réalité. Hein. Alors non, le barreau de Montpellier n'est pas en cessation des paiements, c'est pas avec les investissements qu'il y a eu que ça risque d'arriver. En revanche, quand il s'agit de mettre un petit peu de paillettes dans la vie des confrères, là, le bâtonnier Lafont est en faillite personnelle. Non mais comprenez que c'est la banqueroute du fun. Hein. Là, ça fait 2 ans voilà, il ne se passe plus rien. Ah, c'est sûr que voilà, ce bâtonnat, c'est pas le précédent. Hein, le bâtonnier Rosier, lui, il savait mettre l'ambiance. Ah. Et n'allez pas me dire que c'était pour mettre de la poudre aux yeux aux confrères. Au nez encore, je dis pas, mais... Sachez, et je vous le dis, que le principal fait d'armes de la mandature du bâtonnier Lafont, c'est l'installation dans la salle de l'ordre des avocats d'une fontaine à eau pétillante. Un échec en soi, donc, pour ne pas dire un affront. Mais de surcroît, et ceux qui s'y sont essayés le savent, l'eau pétillante de cette fontaine est finalement comme sa mandature, plate. Ah, on aurait préféré la machine à champagne de l'UJA, là au moins on aurait eu quelques bulles. Mais non, nous avons assurément, pour bâtonnier, quelqu'un de plus spirituel que spiritueux, meilleur pour philosopher que pour faire de l'esprit. Alors je sens déjà la défense venir et me dire que oui, mais sans alcool, la fête est plus folle. Bon, déjà non, hein, sans alcool, la fête est plus molle. Mais surtout, quelle fête! D'ailleurs, je remarque en cette fin mai que nous n'avons toujours pas été conviés au traditionnel banquet de l'ordre, qui se tient habituellement début juin. Je m'interroge et je m'inquiète. D'un autre côté, la vice-bâtonnière avait annoncé la couleur dès la cérémonie de transmission du bâton, puisqu'elle avait annoncé « la fête est finie ». Voilà. Alors, ultime illustration, s'il en faut, là où le précédent bâtonnier, comme nous le savons tous, avait inauguré un bar dans la maison des avocats, comme il se doit, le projet phare porté par notre bâtonnier Lafont, c'est quoi? Une crèche. Voilà, tout est dit, hein. De l'éthanol aux couches, il n'y a qu'un bâtonnier, c'est le bâtonnier Lafont. Alors, Madame la Présidente, Messieurs les assesseurs, la matérialité de ce fénicide véritable commis par Monsieur le bâtonnier Lafont n'est pas contestable. Il en sera donc déclaré coupable par la Cour. Quant à la peine à laquelle il conviendra de condamner Monsieur le bâtonnier, ce sera une peine adaptée à la morosité dont ce bâtonnat a été accablé, dont notre barreau a été accablé par ce bâtonnat, par l'ennui mortifère de son inaction et sa sobriété, mais absolument insupportable. En l'espèce, je requiers donc, avec toute l'impertinence qui s'impose à ma fonction, que Monsieur le bâtonnier Lafont soit condamné, avec mandat de dépôt, à être amené par la contrainte, sous l'égide et le contrôle resserré de la conférence du barreau de Montpellier, en tel débit de boisson qu'il lui plaira, pour que le bâtonnier y prenne à sa charge, sur ses deniers personnels, et sans limite du raisonnable,
l'achat de tout type de boissons alcoolisées au bénéfice de l'ensemble des confrères du barreau de Montpellier, qui se constituent évidemment partie civile dans cette procédure. Et j'espère ainsi qu'avec cette décision de la Cour, nous, collectivement, avocats au barreau de Montpellier, puissions retrouver la pleine administration et la libre disposition de notre empire alcoolique. Je veux bien que tu me le clipses. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, j'ai aujourd'hui la lourde tâche d'assurer la défense du bâtonnier Lafond. Tâche difficile et ardue, mais à laquelle je me prête bien volontiers. Nous sommes donc tous réunis ici pour un procès hors norme, un procès qui fera date. Je pourrais utiliser l'expression de procès du siècle, mais je ne vais pas le faire. En tout cas, un procès dont les futures générations d'avocats parleront pendant plusieurs dizaines d'années, celui des bâtonniers en exercice. À titre liminaire, je dois vous confier que c'est avec une émotion toute particulière que je rencontre mon client pour la première fois. Le bâtonnier Lafond, cet homme dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais croisé au palais. Visiblement plus à l'aise dans les colonnes de la presse locale que dans la salle des pas perdus, celui que l'on affuble du surnom fantasque et ridicule de fantôme du palais. J'ai entendu devant cette éminente cour pléthore de reproches. On accuse, on soupçonne, on attaque même monsieur le bâtonnier, mais finalement on ne plaide que par allégation. J'avoue que je ne prétendrai pas devant vous que l'intégralité des propos sont infondés, surtout car je veux conserver une certaine crédibilité. Oui, à certains égards, le bâtonnier est coupable. Coupable d'avoir pensé qu'on pouvait encore améliorer la profession. Parce que le bâtonnier, durant toute sa carrière, a fait preuve d'un engagement sans faille. En participant d'abord à la commission de formation du CNV, dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. En prenant la vice-présidence de l'ACE, dont là encore j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas d'un jus de fruits. Et en se présentant à l'élection du bâtonnat. Parce que oui, monsieur le bâtonnier est un homme courageux. Il a osé briguer le mandat de bâtonnier dans un timing que d'autant qualifieraient de parfaitement audacieux, puisqu'il s'agit probablement de sa dernière fenêtre de tir avant le passage de ce que certains appellent pudiquement la retraite active, et que la pratique désigne plus crûment comme la fin du contentieux vivant. À l'image du grand César, monsieur le bâtonnier a tenu, il a résisté et il a été élu. Et il a dû ressortir du fond de ses archives de cabinet sa robe qui était stockée depuis le 26 février 1990, date de sa prestation de serment. Parmi les grandes réformes qui marqueront à jamais le mandat du bâtonnier Lafond, certains retiendront ses prises de position engagées. On a lu dans tous les articles de la presse qu'il fallait que les avocats passent un cap. D'autres retiendront son orientation institutionnelle. J'ai compté, monsieur le bâtonnier, et depuis le début de l'année, on en est à 47 mails sur le fait de prendre une prévoyance santé. Qui a l'air de vous concerner. Mais d'autres, les plus lucides,
et sans doute les plus hydratés, se souviendront surtout de son œuvre majeure, l'installation d'une fontaine à eau à l'ordre des avocats du tribunal judiciaire de Montpellier. Car il faut mesurer la portée historique d'une telle décision. Dans un monde où tout s'accélère, tout se digitalise, lui, il a choisi l'essentiel, le fondamental, l'irréductible besoin humain. Un jet d'eau fraîche, accessible, sans badge. Contrairement d'ailleurs au greffe du tribunal et à celui de la cour. Et déjà dans les couloirs du palais, on murmure qu'il ne s'agissait pas là d'un simple équipement, mais d'un symbole. Celui qui aura su, au milieu des grandes turbulences du droit, de la loi sûre, de l'intelligence artificielle, garantir au moins une chose stable, continue et universellement consensuelle, la disponibilité permanente de l'eau tempérée. Dans le couloir du palais, la fontaine ne serait plus un simple équipement, mais un lieu de sociabilité nouvelle. On s'y croise, on s'y confie, on refait les dossiers. On raconte même que certains confrères viennent désormais en réunion uniquement pour pouvoir dire ensuite qu'ils ont bu à la source du mandat Lafont. Il est évident qu'on aurait pu attendre d'un bâtonnier qu'il ouvre largement les portes du palais. Mais mon client, fidèle au principe de réalité, a choisi une voie infiniment plus pragmatique et, disons-le, rafraîchissante. Plutôt que d'ouvrir les portes des juridictions, il a ouvert les vannes du robinet. Rassurez-vous, j'ai parfaitement conscience que ça fait 5 minutes que je suis sur la fontaine à eau. Et je vous avais bien prévenu que la tâche allait être difficile et ardue. Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, je crois qu'il faut en fin de compte rendre justice au bâtonnier Lafont. Il n'a jamais cherché à être un homme de spectacle. Ce n'est pas ce type d'avocat que l'on entend arriver dans le couloir avant même de le voir rentrer dans la salle. Lui, il appartient à cette catégorie plus rare, presque ancienne, des hommes qui travaillent en silence. Et finalement, son absence apparente du palais est peut-être le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à sa spécialité qu'est la fiscalité. Éviter toute dépense inutile et appliquer son mantra qu'il porte à bras le corps chaque jour, optimiser sa présence et limiter les pertes. Alors, Madame la Présidente, Messieurs de la Cour, je vous le demande solennellement, ne condamnez pas cet homme. D'abord parce qu'il a déjà survécu à 30 ans de droit fiscal, ce qui constitue, à mon avis, une peine suffisante. Ensuite, parce qu'à son âge, il serait cruel de lui imposer davantage qu'une réunion de plus de 2 heures. Et enfin, parce qu'au fond, derrière le fantôme du palais, derrière le fiscaliste prudent, derrière le Lyonnais infiltré, il y a simplement un homme qui aura passé sa carrière à servir le barreau avec discrétion, méthode et élégance. Suffisamment rare pour mériter non pas une condamnation, mais au minimum un accès prioritaire à la fontaine à eau. Faber est quisque fortunae amor vincit omnia.
Je vous laisserai traduire. Le parquet n'a absolument plus les capacités financières pour les traductions. Enfin, il n'en a pas l'envie ni le temps. Madame le Président, messieurs de la Cour, chers secrétaires, qu'il est fort appréciable de se retrouver dans le cœur battant de l'Université de Montpellier, n'ayant connu aucune polémique au cours de ces dernières années, aucun scandale médiatique, aucun procès. Je veux bien entendu parler de la faculté de médecine. Et c'est au sein de cet amphithéâtre d'anatomie que justice doit être rendue, au nom des avocats du barreau de Montpellier, qui souffrent tous les jours d'une machine à café fort peu chère, certes, mais fort dégueulasse. Vous êtes ici pour répondre de vos actes, mais également de vos omissions. Permettez-moi de souligner, en titre de propos introductif, l'immense honneur que fut le mien de rencontrer le vice-bâtonnier Marie-Pierre Vedelsal et de mettre enfin une image sur la représentante du barreau de Montpellier, qu'on aime à surnommer Mamie Gasper. Moi qui pensais qu'il ne pouvait exister plus rare visibilité que le puma d'Argentine, le tigre blanc du Bengale, le calamar géant, les lutins sous les arcs-en-ciel, les dragons de Daenerys, les licornes, ou bien encore obtenir une infirmation à la baisse devant la chambre des appels correctionnels. Mais non, il n'est rien de plus invisible que le bâtonnat de Montpellier. Alors que retenir du bilan de l'accusé sur ces 2 dernières années qui viennent de s'écouler? Est-ce que les problèmes se sont-ils résorbés? Non. Les relations avec nous, les magistrats, se sont-elles apaisées? Non. Les toilettes de l'ordre ont-elles été réparées? Non. Les AFM enfin distribués? Non. Le virement des fonds CARPA promis avant quinzaine, mais prenant cependant des mois, réduit? Non. La permanence pénale remaniée, plus juste et égalitaire? Certainement pas. Vous aviez promis l'action. Nous n'avons eu que l'inaction. Vous aviez promis l'unité. Nous n'avons eu que la division. Mais quel bilan? Alors me vient immédiatement en tête l'ouverture d'un superbe bar aux horaires obscurs au sein de la Maison des avocats, où peu d'élus détiennent un code d'accès à jour. Vous m'opposerez que ce sont vos prédécesseurs, il est vrai. Mais quand on voit l'engouement, on peut douter du sens festif de votre mandat. Qu'est-ce qu'on se fait chier! Remarquez, vous ne pouvez prétendre à souffrir de surcommunication. Seconde grande réalisation à votre actif, ça a été annoncé devant la Cour par l'intégralité des plaideurs, le distributeur d'eau de l'ordre. Eau chaude, eau froide, tiède, tempérée, plate, gazeuse, et ces milliers de gobelets par semaine en carton plastifié qui fuient, l'écologie n'étant pas non plus une de vos plus grandes passions. Mais qu'avez-vous fait pour répandre à tant de souffrances d'une profession qui s'enfonce dans sa propre turpitude? Ah si, vous avez fait parvenir des mails, des centaines de mails, des milliers de mails, des centaines de milliers de mails, des millions de mails. Alors oui, penchons-nous un instant sur leur contenu. Les innombrables communications quotidiennes de conférences diverses et variées sur des legal tech incompréhensibles, des IA déshumanisées, du marketing tech, des innovations partagées, du progrès technologique. Ah si, des procédures de conciliation amiable portées par la nouvelle secte de la résilience pour tous. Madame le vice-bâtonnier, bientôt des courants publicitaires pour des produits homéopathiques, certainement. Du nouvel RPVA en maintenance 1 jour sur 2, vous êtes responsable de tout. De Barotech. Quelle infamie, Barotech! Il est parfois même nécessaire de suivre une formation pour comprendre la formation de Barotech. Des after-work de mauvais goût entre macronistes au faux rosé pétillant. Des soirées un brin douteuses auprès d'un énième incubateur dont personne ne comprend vraiment la finalité. Sous votre magistère, le barreau est devenu une page de réclame, bon marché pour des marcheurs en tout genre. Ne vous tracassez pas, chers amis, faites comme moi, faites comme nous. Si vous voulez sauver votre boîte mail dont la capacité est limitée, rangez tout ça dans les spams. C'est parfois pire que des appels téléphoniques CPF
ou pour des chèques énergie. Mais une fois n'étant pas coutume, le parquet ne fera pas preuve de dogmatisme, car il sait toujours reconnaître ce qui fonctionne. En effet, tout ne serait pas à jeter dans votre mandat, puisque la glorieuse mobilisation que vous avez su amorcer face au projet de réforme criminelle restera à n'en pas douter dans les annales du barreau. Rendez-vous compte, une grève des CRPC du secteur aidé libre, une défense massive du zèle dans un unique dossier de comparution immédiate, ainsi que l'absence de désignation par le bâtonnier pour les procédures de déferment et composition pénale relatives aux mineurs sur quelques jours. La chancellerie en a tremblé. De sources sûres, Darmanin n'en dormait plus la nuit. Et vous aviez incarné le moteur national de la lutte contre cette réforme indigne par votre courage et votre abnégation. Une leçon, finalement, qu'enseigneront les barreaux héroltés voisins qui n'ont pas été capables de répondre avec force à la hauteur de l'enjeu, jaloux même de votre aura. Une leçon qui se transmettra de génération après génération de l'intégralité des robes noires. Grâce à vous, le barreau de Montpellier a réapparu dans toute sa grandeur, rappelant l'héritage du bâtonnier Jacques Lafont, dont vous avez su rendre les lettres de noblesse. Alors, Madame le vice-bâtonnier, vous avez prêté serment en décembre 89, pendant les années Mitterrand. Vous étiez même avoué en 2000. Un temps que les moins de 40, voire 50, ou 60, ou 70, ou 80 ans ne peuvent pas connaître. Vous avez triomphalement remporté les élections dès le premier tour, le 20 juin 2024, avec près de 646 voix sur 1418 inscrits. Pour autant de déçus aujourd'hui. Votre casier judiciaire vierge de toute mention, finalement, là aussi on se fait chier. À défaut d'être un élu irréprochable, vous êtes manifestement un conseiller respecté de tous, il est vrai. Mais puisqu'il est loisible d'affirmer qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, le parquet sait être philosophe, le jugement de l'histoire ne peut être que plus sévère. Et vous n'y échapperez pas. Et c'est bien parce que nous, magistrats appartenant à une grande corporation, piliers de l'autorité judiciaire, mais avant tout fonctionnaires de la première à la dernière heure, jusqu'à 16 heures grand maximum, les jours ouvrés, 10 mois sur 12, adeptes du « maître, il faut un badge, puis un autre badge, et repasser avant midi ». Nous sommes les seuls gardiens de l'état de droit, du grand temple. Et alors nous pouvons juger ceux qui le desservent. Madame le vice-bâtonnier a prêché par excès d'orgueil et inaction, piétinant les espoirs immenses en des lendemains qui chantent qu'avait pourtant inspiré son élection. Le grand soir est définitivement devenu une gueule de bois. Marie-Pierre Vedelsal, vous répondrez de vos actes, et je demande à la Cour, dont la main ne tremblera pas, de vous condamner à la peine capitale, la plus stricte, la plus sévère que prévoit notre cadre légal et réglementaire. 6 mois d'observation de la permanence pénale. Madame la Présidente, Monsieur le juge d'instruction, Monsieur le doyen, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers MPVS. Oui, on acronyme parce que prononcer Marie-Pierre Vedelsal, c'est presque aussi difficile que prononcer Racotonienne. D'abord, un aveu. Apparemment, quand on monte une défense, l'usage est de désigner l'avocat le plus expérimenté en premier, et tout au bout, avant la délibération, on désigne le fou du barreau. Ce soir, j'ai été désigné par les secrétaires en dernier. Et pour une fois, je pourrais conclure. Autrement dit, vous l'aurez compris, le fou du barreau, c'est moi. Petite précision pour compléter ce qui a été développé par Mazarine.
J'hésite depuis 20 ans entre deux carrières. Soit ténor du barreau, je pourrais là tout de suite vous chanter un air d'opéra. Mais ne nous écartons pas, sauf si vous me donnez raison. Et alors là, je chanterai. Soit intermittent du spectacle, je joue du piano, de l'improvisation théâtrale. Pareil, si vous me donnez raison, je vous jouerai et vous en aurez pour votre argent. Pour l'heure, Maël m'a fait signer un CDD avec MPVS. Mais le fou du barreau, par tradition, dit que personne d'autre n'ose. Regardez où vous êtes. Vous n'êtes pas dans un tribunal. Vous êtes dans la maison de Chaptal. Ces gradins n'ont été bâtis que pour une seule chose, disséquer. Ouvrir, trancher, examiner ce qui se cache sous la peau. Et c'est ici, dans ce théâtre voulu pour le scalpel, que vous voulez prétendre disséquer un MPVS ? Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, Monsieur le Juge d'instruction, par la seule géographie, vous voilà condamné, car Chaptal n'a jamais permis qu'on dissèque vivant, et ma cliente, je vous l'annonce, est très vivante. Il a été rappelé tout à l'heure qu'elle était avouée à Montpellier en l'an 2000. Et là, mesdames et messieurs, écoutez bien, la profession d'avoué a été supprimée, disparue, volatilisée. Depuis 2012. Comment voulez-vous juger une femme qui exerce une profession qui n'existe plus ? Un PVS devant vous, le fantôme d'une charge médiévale, et un fantôme est par définition insaisissable. Pour le reste, écoutez son blason. 37 ans de barre, spécialiste en procédure d'appel, enseignante en procédure civile, militante pour la justice et la liberté, et surtout, vice-bâtonnière de l'ordre. Son cabinet, au 10 rue Marceau, se trouve à 300 mètres de la cour d'appel rue Foch, c'est-à-dire dans l'ombre directe de Cambacérès, illustre juriste montpelliérain, co-auteur du Code civil, tout ça on le sait, mais surtout 300 mètres à pied, Cambacérès la regarde travailler tous les jours. Bref, une femme de droit, du barreau, de la cité, un monument vivant. Mais trêve de bavardage, 3 exceptions doivent être soulevées. Premièrement, une incompétence matérielle. Madame Kemener, vous présidez le tribunal administratif de Montpellier. Et en temps normal, que jugez-vous ? Des permis de construire, des OQTF, des arrêtés de fermeture d'épicerie de nuit. Et votre œuvre la plus retentissante, l'affaire du drapeau palestinien que le maire de Grabel avait hissé au fronton de sa mairie et que vous avez suspendu. Or, qu'est-ce que ma cliente ? Ni une éolienne, ni un PLU, ni un drapeau. Un PVS n'est ni urbain, ni rural, ni international. Et je vous comprends, Madame la Présidente, croyez-le bien. Après Rémi Gaillard, le clown, vous voilà jugeant l'avocat. Vous prenez goût aux farces. Nous compatissons. Deuxièmement, une incompétence de lieu. Vous siégez dans une faculté de médecine. Et là, Monsieur le Doyen Clamour, je vais retourner contre vous le seul texte fondateur qui pourrait justifier votre présence ici. La bulle pontificale signée par le pape Nicolas IV le 26 octobre 1289, qui a effectivement réuni à Montpellier la médecine, le droit, les arts et la théologie. Aujourd'hui, nous voilà fidèles à la bulle, médecine et droit dans la même salle. Soit. Mais relisez cette bulle, Monsieur le Doyen. Il n'a jamais été question de dissection de juristes dans les amphithéâtres de médecins. Et si vous l'oubliez encore, vous qui dirigez la faculté sœur, laissez-moi vous rappeler Tchekhov. Parce que nous aussi, on est des philosophes à la Défense.
Il en est des médecins comme des avocats. La seule différence, c'est que l'avocat se contente de vous voler, alors que le médecin vous vole et vous tue par la même occasion. Vous êtes donc, monsieur le doyen, géographiquement dans le mauvais bâtiment et statistiquement dans le plus dangereux. Troisièmement, une incompétence sur la personne, et c'est la plus grave. On ne juge pas une spécialiste de l'appel en premier ressort. Ben oui. C'est un non-sens procédural. Un PVS est né à l'appel, vit dans l'appel, mourra dans l'appel. La juger en première instance et lui parler dans une langue qu'elle ne comprend pas. Par ces seuls arguments, la Cour doit se déclarer incompétente et arrêter cette mascarade. Mais admettons pour la cause et par respect du travail du repêché que je suis. Oui, des 4 plaideurs, je suis le seul à ne pas avoir essayé de prendre la place des secrétaires de la conférence. Admettons que vous soyez compétent. Examinons donc l'affaire au fond. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, notamment par monsieur le procureur. Il avait du souffle. Ce n'était que du vent, mais qu'est-ce qui ça soufflait? Je me concentrerai plutôt sur 3 greffes dans les innombrables plaintes qui ont été posées. J'ai pu entendre que MPVS serait trop dévoué, une avouée trop dévouée. Voilà l'accusation. 37 ans à défendre les justiciables, 37 ans à se lever pour la justice. Mesdames et messieurs, je vous invite à ne pas marcher sur la tête. Il est inéluctable, j'aime bien ce mot, il est inéluctable. Il est inéluctable que l'acquittement soit prononcé et en bonus avec félicitations du jury. Deuxième greffe, j'ai pu entendre qu'elle serait trop militante sur le front contre le décret Rivage, sur le front contre la loi sûre, et j'en passe. Et là, monsieur Vitrac, je me tourne vers vous. Je vous regarde dans les yeux, manifestant infatigable. La dernière fois que vous avez défilé contre une réforme Darmanin, encore lui, vous savez qui défilait à 30 mètres de vous en robe noire et en bonne compagnie? MPVS. Celle-là même qui a ouvert quelques semaines plus tôt la journée de l'avocat menacé. Vous êtes ce soir, monsieur Vitrac, juge et co-accusé. C'est l'habitude. Et Brassens, pas le mien, le nôtre, celui de Sète, il vous dirait « Descendez de cette estrade, votre place est sur le banc, à côté de MPVS. » Troisième greffe, elle serait trop impliquée à la faculté. Or, enseigner, dit-on, c'est apprendre 2 fois. Et là, monsieur le doyen Clamour, je me tourne vers vous pour la 2e fois ce soir. MPVS enseigne la procédure civile dans votre faculté. C'est votre collègue. Vous siégez ce soir pour juger celles qui forment les juristes de demain. Honte à vous. Que direz-vous à vos étudiants lorsqu'ils vous demanderont si leur professeur est libre? Réviser mais sans elle? Non, monsieur le doyen, vous savez bien que c'est impossible. Et puis Brassens encore. Pardonnez-moi, il revient parce que j'ai cru comprendre que c'était le meilleur. Brassens disait que mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Et MPVS a choisi la mort lente. 37 ans à mourir pour ses idées, à dose homéopathique comme on prend ses tisanes. Mort lente, mort sucrée, mort glorieuse. Je me tourne enfin vers toi, mon cher confrère, cher Tristan. Permets-moi un petit calcul. Tu as prêté serment le 15 décembre 2023. Aux dernières nouvelles, cela fait 2 ans, 5 mois et 6 jours de barre. MPVS, elle en a 37. Et pour ta parfaite information,
Elle plaidait déjà devant la cour d'appel quand tu fréquentais encore la crèche. Et joli détail, mon pèlerin. Vos cabinets se touchent presque. Toi, au 20 rue du Carré du Roi, elle, au 10 rue Marceau. 6 minutes à pied, 6 minutes qu'il te faudra un jour pour traverser et la consulter sur ton premier appel raté. Cela étant précisé, mesdames et messieurs, qui jugeons-nous? Une femme qui défile pour les avocats menacés, qui est au front pour la justice, qui enseigne à vos étudiants, qui forme à la procédure d'appel, qui héberge en elle le fantôme des avoués disparus? Mesdames et messieurs, je vous le dis solennellement, si vous la condamnez ce soir, ce n'est pas elle qui sortira d'ici menottée, ce sera vous. Vous, parce que vous aurez condamné Hippocrate, Rabelais, Cambacérès et Brassens dans le même mouvement. Vous, parce que vous aurez condamné le baron de Montpellier dans la chaire de sa vice-bâtonnière. Vous, parce que vous aurez condamné Chaptal dans sa propre maison. Et surtout, vous serez devenus, sans le savoir, ces juges-là, à la fin devant la bête qui appelèrent leur mère. Mesdames et messieurs, n'appelez pas la vôtre ce soir. MPVS n'est pas seul. Derrière elle, 1345 consoeurs et confrères, le barreau de Montpellier au complet et 9 siècles de droit. Devant elle, 3 magistrats que je salue avec une immense affection. Et au milieu, il est là. Au milieu, il y a Brassens qui souffle un dernier mot à mon oreille. Les copains d'abord. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Pour ma défense, le propos serait inefficace face au talent, et particulièrement au talent de ma défense. Et donc Pardon. Je ne voudrais pas abuser, recommencer. Non, pas de propos. Ah Donc, face au talent, pas d'exercice de nature à renverser la conviction de la Cour, qui probablement, par le jeu composé de l'accusation et de la défense, est convaincue de mon innocence. Néanmoins, je ne voudrais pas que la Cour soit injuste, et qu'elle soit injuste en particulier à propos des choses. Car les choses ont le privilège de l'action en face du verbe, et la fontaine à eau est une chose. Oui, ben écoutez, là, ce que je peux dire, c'est que j'ai été défendu admirablement, et je crois que cette standing ovation qui a été faite à mon défendeur est extraordinaire. Je le remercie pour cela. MPVS, je te remercie de tout cœur. Alors, il est vrai que j'ai commencé par la profession d'avocat, comme mon défenseur l'a rappelé, et j'ai été avoué. Mais aujourd'hui, je n'avouerai pas les fautes qu'on me reproche, parce que je ne les ai pas commises. Voilà tout ce que je souhaitais dire à la Cour. A few moments later. La Cour en a délibéré. Vous pouvez vous asseoir. La Cour déclare le bâtonnier Lafont coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné
Sous une astreinte d'une caisse de champagne par jour de retard et par avocat inscrit au barreau, a organisé dans un délai d'1 mois un banquet gargantuesque avec des doses d'alcool doublées par rapport aux années précédentes. Pour Madame la vice-bâtonnière MPVS, la Cour retient l'exception d'incompétence qui a été soulevée par la défense et se déclare donc incompétente. Merci à tous. Quelques mots de remerciement. Merci au service de l'ordre pour nous avoir permis d'organiser ce procès des bâtonniers. Merci à Élodie Manon-Villers pour son soutien indéfectible. Merci à Tao Rousselet qui se cache derrière toutes les publications de la conférence. Merci à Mathias Pourman qui a réalisé la photographie ce soir. Merci à Romain Pellegrini qui nous fait la captation vidéo ce soir et qui est également le génie qui se cache derrière la photographie de l'affiche du procès des bâtonniers et qui a réalisé le teaser du procès des bâtonniers. Merci à mesdames et messieurs les membres du jury, merci à madame la présidente du tribunal administratif, merci à monsieur le juge d'instruction, merci à monsieur le doyen et bien évidemment un immense merci à nos 2 bâtonniers qui se sont prêtés au jeu. On les remercie grandement de leur autodérision. Et j'allais finir par toi. Merci à Maëlle Suchon, merci à la conférence. Vive la conférence, vive nous! L'astreinte du bâtonnier ne va pas durer longtemps parce que le banquet a lieu le 25 juin. Simplement, certes, ce n'est pas un concours, mais il convient de féliciter déjà nos 4 participants, mais également bien de féliciter d'autant plus ceux qui ont particulièrement brillé ce soir. Je crois qu'on en conviendra tous. Nirina, viens par ici s'il te plaît. Oui, alors là. Tu es déclaré meilleur plaideur de la soirée en défense d'MPVS. Mais, tu voulais conclure. Tu vas peut-être le pouvoir sur un malentendu. Charlène, s'il te plaît, tu es également déclarée meilleur plaideur de la soirée. Vous pouvez vous embrasser. Et pour nos bâtonniers, bien évidemment, pour avoir accepté de se prêter à l'exercice. Ça c'est un gag. La séance est levée. La séance est levée. Merci à tous.